gars, salut les go, top, de retour dans vos vies avec le crew. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous savez, par les bastons. On a UFC 289 qui arrive et on va passer en revue UFC 287 et aussi le combat de Devinani contre Lomachenko. Ensuite, on va booster ou stopper la hype sur le contrat de Francis Ngannou et PFL et aussi Terence Crawford contre Errol Spence Jr. Donc, comment ça va les gars? Comment a été votre week-end? S'il vous plaît, ne parlez pas basket. Dites-moi comment a été votre week-end et puis c'est toi là. Le week-end, tout se passe bien. Salut les gars. Appelez-moi Mr. Game 7. Ouais. Les Celtics en 7, prédit depuis le début. Ça va bien. J'avais hâte d'être dans cette capsule. Big Fish de retour. John, comment a été ton week-end, man? Le week-end était tranquille. Long week-end. Demain, c'est férié. Yoann? On est là, tranquille. Oh, le week-end s'est bien passé. Très beau match de basket hier soir, en fait. Donc, big up à Erwan. Léo, comment a été ton week-end? C'est quoi? Le week-end s'est plutôt bien passé. Je suis devant le camping parce qu'on a un nouveau pensionnaire qui va bientôt venir nous rejoindre en vacances. Donc, tout se passe bien. Yoann, j'ai envie de répondre. Les gars, vous n'avez pas remarqué que Yoann a changé, là. Yoann est devenu un gars, Ali. Ok. C'est éclairci, hein? Tu as les soucis. Un peu de caco par-ci, par-là, ça va, quoi. Non, mais les gars, moi j'ai toujours dit, en fait, il faut savoir être professionnel, avoir une caméra adéquate, un microphone en fait aussi adéquat, et voilà, c'est ça. Il faut savoir se préparer. Bon, malheureusement, il y a des amateurs dans la capsule. Mais... Donc, on commence avec UFC 288 avec un main event Aljamain Sterling contre Henry Cejudo qui faisait son retour. La carte s'est passée du côté de New Jersey et la carte s'est soldée par victoire d'Aljamain Sterling qui retient son titre dans la catégorie Bantamweight. Alors, les avis étaient un peu partagés, mais les gars, comment vous avez scoré la carte? En fait, je voulais dire, les juges doivent souvent nous expliquer comment ils notent les combats parce qu'à chaque fois, belle victoire de Sterling, hein, on ne va pas toujours tout remettre en cause, mais à chaque fois, on a un problème. On ne sait pas comment les juges décident de noter les combats. Si les combattants doivent mettre 2 kicks et fuir tout le combat pour dire qu'ils sont gagnants, ben, ils doivent aussi nous dire si les takedowns entre les ratés et l'autre qui fuit, ils doivent aussi nous dire, bien, c'est quoi, on a les contrôles de l'adversaire pendant le combat, si ça compte ou pas, parce qu'on a l'impression que ça compte par rapport à un adversaire, chez l'autre aussi, ça ne compte pas. Donc, ce combat-là, Cejudo a perdu. Moi, j'étais pour lui. Mais quand tu vois l'attitude de Sterling, tu te poses des questions que c'est quel genre de champion. Mais c'est un champion. On ne va pas remettre en cause. On a dit que c'est lui qui a la ceinture, il a la ceinture. Mais sa manière de combattre et comment les juges scorent, on doit vraiment tout revoir parce qu'il y a des combats où tu verras, si c'est une autre personne à la place de Sterling, ils vont donner le combat à la victoire à Cejudo. Combat ennuyeux. Oui, moi je suis à peu près du même avis que Parker. Moi j'avais 3-2 pour Cejudo. Après, je n'irais pas en fait jusqu'à dire que c'était un vol, pas du tout. C'était serré en fait. Ça pouvait pencher d'un côté comme un autre. Mais il n'empêche qu'il y a des... On a déjà abordé le sujet plusieurs fois, depuis plus d'1 an en fait. L'OM dire souvent que chaque jeu en fait a une affinité en fait pour, on va dire quoi, pour que ce soit genre la lutte, le grappling en fait ou juste le striking en fait, mais c'est tellement différent en fait d'un combat à un autre que pour moi ça peut plus être en fait
la raison. On a besoin en fait d'avoir une ligne de conduite en fait que tout le monde comprend et ça ne doit pas changer en fait d'un combat à un autre en fait en fonction de la tête d'un adversaire parce que ça met trop le doute en fait sur certaines décisions. Mais combat ennuyeux, technique, je dirais plutôt technique et victoire pas volée, mais bon, on dira quand même Sterling dans la légende, c'est tout. Étriqué, c'est ça. Sincèrement, je ne suis pas étonné par les résultats. Je ne trouve pas que c'est un scandale, puisqu'à la fin, il ne s'agissait même pas d'une décision unanime, mais plutôt un split decision. Après, comme j'ai dit, comme Johan l'a rappelé, tout va dépendre des sensibilités. Déjà, il y a la sensibilité première, c'est que tu combats le champion, donc il a forcément un petit avantage, même psychologique dès le départ. Mais je ne suis pas scandalisé par le score. Au contraire, j'ai même envie de dire que c'est le débat qui a suite à ce score-là qui a amené le seul piment de la soirée. C'est juste ça. Parce que c'était vraiment un combat tellement technique qui est devenu ennuyeux. Et excuse-moi, mais je ne vais pas enchaîner parce que la question, c'était sur le scoring. Mais moi, j'avais envie d'enchaîner sur l'UFC 288 parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer, selon moi, hein, selon ma vision, qui va faire en sorte que le sujet suivant sur le PFL, je m'exprimerai beaucoup plus en longueur en comparaison avec ce UFC 288. Mais voilà, ce que j'ai à dire sur le sport, c'est que ça ne m'a pas scandalisé et que le seul piment de cette soirée, c'était justement le débat sur le score. C'est tout. Moi, j'ai scoré 3-2 en faveur de Sterling. Cejudo, en fait, on se posait la question de savoir quel Cejudo on allait avoir. Parce que, bon, le fight IQ d'un gars comme Cejudo, ça ne disparaît pas, en fait. Mais l'élément, 3 ans d'absence. Et comme je disais dans la preview, je n'ai pas vu beaucoup de ses entraînements. C'était ça la question. Et ça s'est ressenti, en fait, sur le combat. C'est que physiquement, le gars, il s'est fait vraiment secouer. Ce qu'on reprochait à Sterling sur ses précédents combats avant le retour contre Yann ou contre le combat contre Dillashaw, c'est le cardio. C'est son cardio qui est en baisse. Là, le cardio, en fait, pour moi, n'a jamais failli. Et il est venu, il a... Sur le dernier round, sur le dernier round quand même. Lors de ses précédents combats, il tenait à peine debout. Là, il arrive, il est encore là. Et ça, il faut saluer ça. Surtout que les gars ont pas mal lutté, beaucoup de changements de niveau. Et il est venu avec une stratégie qui a payé, en fait. C'est ça. Il a empêché Cejudo d'être efficace sur sa lutte. Il a contrôlé. Il y avait pas... Les gars ont lutté, en fait, mais ce n'était pas une lutte. C'était une lutte de positionnement plutôt qu'une lutte pour ground and pound. Et c'était, voilà, moi, c'est ce que j'ai trouvé sur ce combat-là. Et c'était serré, mais 3-2. Parce qu'il y a tout ce même sujet. C'est même pas, en fait, comment les juges notent. C'est pas la notation en elle-même. C'est la sensibilité, comme tu disais, de certains juges. Parce que la notation en elle-même, en fait, on la connaît. On la connaît, on regarde striking, on regarde la lutte. Et si ces critères-là... on n'arrive pas à déterminer, on finit à la fin par l'octogone control. Sauf qu'il y a certains juges, et on va en parler quand on parlera du combat de boxe, c'est qu'il y a certains juges qui ont une notation ou une sensibilité qu'il faut questionner, en fait. Moi, c'est ça. Et l'événement du main event, c'est quand Merashvili récupère la veste. On a oublié de souligner ça. Ouais. Quand il récupère la veste. C'est justement là où je voulais en venir, en fait. Parce que, bon, pour moi, c'est pareil. Hein, le combat aussi, moi, je l'ai noté, je l'ai scoré 3-2 en faveur de Cejudo, mais je n'enlève pas le mérite à Aljamain Sterling. Il a bien défendu sa ceinture. Le score pouvait partir de part et d'autre, en fait. Il a mérité. Il a mérité. Je me dis que, bon, pour moi, c'est dépendamment de à qui on a donné le premier round, en fait. Parce que le premier round, j'ai plus à dire que les gars se regardaient, en fait, avant d'enchaîner à la fin. Mais bon, c'est pas là, en fait. Moi, c'est plus du côté de Aljamain Sterling que je me tire, que je vais me focaliser, en fait. Et, attends, on est en train de
tout valoir le gars ou bien l'UFC a une politique derrière de carrément le retirer la ceinture. Mais après, je vois ça. Pourquoi? Parce que je pense que entre lui et son ami Merish Devishni, il refuse de s'affronter en fait. Et l'UFC avait l'intention de faire affronter les deux pour le titre, mais bon, les deux ne sont pas chauds pour s'affronter. Donc, ce qui me pousse à dire, est-ce que c'est à cause de ça que les gars ne sont pas trop chauds à promouvoir Aljamain Sterling et ils font derrière toutes ces politiques-là pour lui retirer le titre? Parce que là, regarde, il vient de défendre le titre et en même pas 3 mois, on a déjà booké son prochain fight dans 3 mois contre comment il s'appelle Sean O'Malley. alors que c'est quand même un champion, il doit avoir le temps de prendre. Non, je ne pense pas que c'est dû à son ami. C'est tout simplement par rapport à Dana White, l'UFC, c'est censé être un show. Et sincèrement, à chaque fois qu'Aljamain Sterling combat, est-ce que show il y a? Non. Donc, à un moment donné, moi, je suis pas attiré par les sous, mais je suis Dana White. À un moment donné, je ne veux pas qu'une personne comme ça, entre guillemets, hein, une personne comme ça représente l'image de la catégorie en tant que champion parce qu'il n'est pas intéressant à voir. Mais lui, est-ce que lui, son objectif, c'est d'être intéressant? Lui, son objectif, c'est Mais intéressant pour qui? Oui, c'est ça, mais la question. pour les spectateurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les chiffres des pay-per-view? Non, ça fait des chiffres pour vite répondre à Léo, ça même pas atteint les 800 000. Hein. Ça atteint les 700 On 000. parle de show et tout. Je vais te prendre le combat contre Dylan Shaw. Son combat était intéressant. Contre Dylan Shaw, même son combat contre, il s'appelle comment? Et Le deuxième, Yann. ouais. Il n'était pas mal. Donc, c'est comme un peu, je crois, Yohan Oudouane disait, certes, le combat contre Cerudo était technique, mais on sait quel genre de champion nous avons aussi en face. Pour revenir à ce que tu dis, Erwan dit même pas comment il doit combattre. Donc, il y a un problème. Si les meilleurs combattants ou les champions ne combattent que 2 fois dans l'année, on ne va pas chier comme un boxe. Parce que tu vas voir, en boxe, ils font quoi? Il a combattu là, le mec va combattre l'année prochaine ou 1 an et demi plus tard. Tu te poses des questions. Alors que si on regarde les anciens champions, la bande à Oscar de la Hoya et Mayweather, les gars pouvaient avoir 3 ou maxi 4 combats dans l'année. Mais si on doit attendre 8 mois pour soi-disant se remettre en cause, mec, il y aura qui en fait? Donc, si pendant le pay-per-view, on dit que c'est la crème de la crème qu'on amène et en préliminaire, c'est les gars de l'UFC Night, ben, les gars sont obligés de combattre. Les gars sont vraiment obligés de combattre. Et c'est ça, et c'est en combattant le plus souvent que le fame des gars aussi augmente. Pour appuyer ce que tu dis, en fait, Parker, c'est ça, c'est aussi pour ça, en fait, je pense que, par exemple, Israël, en fait, il a, je pense, une certaine crédibilité auprès de Dana, c'est parce que, je crois, dans l'année, lui, te fait 3 combats minimum, voire 4, en fait. Tous les 3 mois, le plus souvent, tu le vois combattre. Tous les 3 mois. Sauf si, bien sûr, un joueur finit par avoir, en fait, une grave blessure. Mais sinon, en fait, c'est un combattant dans l'année, en fait, tu le vois beaucoup. Et on voit aujourd'hui, en fait, ses pay-per-view, en fait, ont augmenté aussi. Et puis, bon, avec le style aussi qu'il a, mais c'est quelqu'un qui est de plus en plus bankable, quoi. C'est pourquoi il fait partie des combattants qui ont un contrat à plus de 1 million par combat. Donc, c'est aussi ça. Plus on te voit, plus ton fame augmente, Moi, excuse-moi, j'aimerais rajouter quelque chose parce que ce qu'ils disent là, c'est des très bons arguments qui me poussent même à me poser une question qui va peut-être amener la transition sur Stop Live aussi. C'est est-ce que Dana, il est encore sûr de sa stratégie, de ses stratégies actuellement? Parce que je trouve que ces stratégies de communication et même les choix des combats sont plus tellement. Peut-être celle de juin qui va être intéressante, mais là, on va enchaîner, excusez-moi, selon moi, on va enchaîner 2 cartes vraiment très, très moyennes. Tu peux, selon moi, déjà dans la même soirée, tu ne peux pas mettre des combattants qui vont nous faire dormir. Parce qu'on sait que Belal Mohamed, c'est le sommeil. Devant, tu as 2 grappleurs. On espérait tous que Cerudo devait amener le truc, mais tu as quelqu'un qui fait dormir le game. Donc, moi, je pense qu'il y a une question de choix aussi vis-à-vis de Dana qui risque de venir lui poser des problèmes.
Et là où je suis d'accord avec eux, c'est qu'il va falloir qu'il enchaîne des bons matchs. Et pour enchaîner des bons combats, il faut mettre les meilleurs assez souvent. Ouais, Bon, mais c'est ça en fait. Mais après, dans la catégorie là, tu vois, le meilleur, on va dire, avec la ceinture, ok, c'est Aljo. Mais en temps normal, la personne qui doit combattre pour le titre maintenant, genre, on va dire le number one contender pour le titre maintenant que Aljo a tapé Cerudo. La personne, c'est Merab. Et Merab, Merab, c'est l'ami d'Aljo. Aljo refuse. Les deux refusent de s'affronter. Donc, voilà pourquoi les Et gars pourquoi sont pas au obligés Malais? de. Au Malais est classé combien? Non, au Malais, je pense qu'au Malais est en dessous de Merab. Non, je crois au Mali premier, mais après c'est Merab, non? Je ne suis pas sûr. Logiquement, la personne qui enchaîne les combats dans la catégorie Bantamweight, la personne qui enchaîne les combats et qui est sur une série de victoires, qui n'a pas de tâche, Merab. Oui, Donc, mais au classement, le numéro one contender, c'est au Malais. Donc, c'est logique qu'il affronte au non, Malais. mais ça, c'est parce qu'ils l'ont fait là. Là, c'est parce qu'ils viennent de le mettre, number one. Mais avant ça, c'était pas. Comme par exemple, ils ont fait combattre Cerudo. Le combat contre Cerudo, c'est directement pour enlever la ceinture à Aljo, dans le meilleur du monde. Tu vois. Non, Erwan a raison, c'est Merab en fait que le number one. Ouais, c'est ça en fait. Après, c'est Sean O'Malley, ouais. Donc, c'était ça pour UFC 288. On va se tourner du côté de la boxe et on va passer en revue le combat de Devin Haney contre Vasily Lomachenko, combat qui a eu lieu le 20 mai à Las Vegas, au Grand Garden Arena. Combat qui s'est soldé par une victoire par décision unanime de Devin Haney, qui garde le titre et demeure le number one dans la catégorie. Les gars, comme avec UFC 288, ce combat aussi a vu les avis des gens un peu partagés. Bon, après moi, je me dis que peut-être parce que Lomachenko finit le combat sur une très bonne note, les gens ont maintenant tendance à dire que bon, peut-être Lomachenko aurait gagné le combat. Comment vous avez scoré la carte? On va laisser le boxeur du panel là. Mais écoute, je ne vais pas être très original. Je vais prendre un argument que par cœur vous avez déjà sorti lorsqu'on a parlé du combat Oscar de la Hoya et Mayweather. C'est que, comme on l'avait dit dès le départ, Devin Haney était en contrôle. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ce n'est pas parce que tu fais le show que forcément tu es dans le game. Malheureusement, Devin Haney a maîtrisé son sujet. Je pense qu'il a été mis en danger par moment. Mais ce qui a été bien dans son combat, c'est que au moment où il a été mis en danger, il a su rapidement réagir pour rester dans le contrôle. Et ce qui m'a peut-être un peu déçu de la part de Lomachenko, c'est qu'il attend. En fait, psychologiquement, il a été pris. Mentalement, il a été pris parce que tu as l'impression que Lomachenko peut faire quelque chose, mais il est bloqué. Il est bloqué. Et c'est seulement vers les derniers rounds, justement, qu'il se rend compte lui-même que ah merde, en fait, je pouvais faire ça depuis très longtemps, je peux le faire. Mais la question, c'est est-ce qu'il pouvait vraiment le faire? Parce que moi, devant, j'ai vu un Devin Haney peut-être un peu titubant vers la fin, mais il a fait exactement ce à quoi on s'attendait, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste simplement, rappelez-vous, jurisprudence de la OIA Mayweather, ce n'est pas parce que Lomachenko a fait plus de shows qu'il a plus touché. C'est aussi simple que ça. Non, mais là, pour le coup, je crois que c'est le match qui a le plus touché, je crois, sinon, quand ils avaient montré les Les coups statistiques. significatifs. Oui, c'est lui qui l'a le plus. Non, je ne te dis pas le nombre. Les significatifs strikes. Oui, c'est lui qui a le plus, je crois. Si, je crois que c'était sorti comme ça sur le. Johan, arrête. Non, j'avais vu le truc sur Internet. Après, moi, je ne dis pas qu'il a gagné. Moi, je voyais aussi Haney en fait gagner. Là où je comprends, en fait, c'est pas là où je comprends, en fait. Pour résumer, ce que beaucoup de personnes disent, c'est que ils sont plutôt choqués, en fait, par la décision unanime, tu vois. C'est ce que moi, je lisais, en fait. Moi, je ne suis pas tant aussi choqué que ça. Moi, quand je regardais le combat, c'est comme Léo a dit, moi, je voyais beaucoup de contrôle de sa part. Donc, au final, pour moi, c'est une victoire méritée, c'est tout. Concernant ce combat, je ne vois pas ce qui choque les gens, surtout ceux qui ont regardé les combats de Mayweather. Comme nous avons dit à la dernière capsule, quand on donnait des pronostics, on savait que le combat allait arriver à la décision.
si on remarque, c'est à partir du 10e round, Anes c'est qu'il a gagné le match. Les 3 derniers, à partir du 10e round, Lomachenko a été un peu plus, comment dire, a plus attaqué Anna, mais Anna il avait sécurisé en vrai le match. Anna avait déjà sécurisé le match. Et on remarque ça avec la majorité des petits qui sont, on va dire, passés à l'école Mayweather. Ceux qui aiment ceux qui combattent au bout d'un moment, ils veulent aller à la décision. Vous allez voir que, surtout les 2 derniers rounds, la 11e, 12e, les mecs, ils ne vont pas beaucoup t'attaquer parce qu'ils ont peur du chaos. On n'a jamais vraiment remarqué que Anne avait un menton où on a dit « Ah, il a pris cette droite-là ». Je dis bien pendant les combats parce que c'est facile de venir prendre un screenshot comme je vois depuis sur le net le punch de Loma sur lui où son visage se froisse. Je dis ça, c'est facile de prendre des screenshots, mais on n'a jamais vu pendant un combat Anna encaisser quelque chose, une droite ou un direct, et on a dit, oh, il a pris un mauvais coup. C'est toujours en contrôle, toujours, et ces derniers rounds, il fuit. On voit le même style avec Shakur Stevenson. Il fait la même chose. Quand son camp lui dit qu'il a gagné, vous allez voir que la fin des combats, il ne va pas t'accélérer, il va essayer de bloquer, de contrôler. Ça choque juste les gens qui aiment la bagarre. Mais la bagarre, c'est à l'UFC, ce n'est pas au noble art. Non, mais moi aussi c'est pareil. Moi, logiquement, j'ai donné à Annie la victoire. Il retient son titre number 1 de la catégorie. C'était sans discuter. Comme Léo a dit, c'est pas parce que tu fais le show vers la fin. Après aussi, le show, c'est ça, moi, c'est le problème que moi j'ai avec les combattants là. Vous entamez le combat, vous regardez l'adversaire et c'est dans les derniers rounds que vous voulez vous réveiller, mec. Non, on a déjà passé cette. Je disais, moi j'ai trouvé le combat beaucoup plus serré que vous. Et Anne est beaucoup plus en danger en fait que ce que j'ai entendu de vos réactions. On l'avait déjà dit en preview, Lomachenko boxe, non, Anne boxe très bien quand il tient son adversaire à distance, mais quand il est dans la pocket, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, c'est à ce moment-là que je l'ai trouvé en danger. Vous avez fait le parallèle avec le combat de la Hoya contre Mayweather. Mayweather, quand il était dans la pocket, de la Hoya ne le touchait presque pas, voire pas du tout. Anne, c'est là qu'il a été mis le plus en danger. Et les coups qu'il a encaissés, si tu es face à Tank, à un moment donné, tu vas dormir. Ça, moi, j'ai trouvé qu'il se faisait beaucoup plus toucher parce qu'à la fin, quand tu regardes même le visage, le gars n'était pas serein. À plusieurs reprises, tu le voyais regarder son camp comme ça. Bon, c'est vrai que ces gars lui ont dit, son père lui a dit, tu as gagné, etc., etc. Mais je l'ai trouvé moins serein que ce que j'aurais aimé qu'il fasse. En fait, bon, je voyais le combat aller à la décision, mais moi, je l'ai trouvé beaucoup plus en danger. Et le public même qui était dans la salle à la fin, quand on donne les résultats, le public, moi j'ai entendu des huées dans la salle. Ouais, mais dès le début, le public n'est pas derrière Annie. Dès le début, le public est derrière Lomachenko. Donc, c'est pas objectif. Il faut vraiment qu'il adapte. Moi, c'est sur ce combat-là, je suis resté comme ça. Je me suis dit, il faut vraiment qu'il adapte sa boxe. Mais quant à savoir s'il va reprendre Lomachenko ou pas, quand tu regardes les chiffres des pay-per-view, tu penses que les promoteurs investissent derrière pour un retour. Je ne sais pas si je parle pour tous les fans, mais en tout cas, moi, j'ai pas envie de voir ça. J'ai plutôt envie de voir contre le reste de la division. Je parle de Shakur, je parle de... Tu ne comprends pas. Il veut fuir. Stevenson est monté sur le ring, il a dit, mec, je te veux. Tank, on lui a dit, donc le prochain, c'est qui c'est Tank. Le gars, il a dit, je suis en train de réfléchir pour aller prendre, pour monter. J'ai rasé toute la division, alors qu'il reste 2 personnes derrière. Les 2 qui sont derrière disent que, mec, c'est nerveux. Il est nerveux. Bah, il faut donner la ceinture. C'est nerveux. Il a peur. Donc, c'était ça avec le débrief UFC 288 et David Haney contre Lomachenko. Dites-nous ce que vous avez pensé des différents scores, si vous vous rangez du côté des juges ou bien si vous avez votre score personnel. Ce qui nous amène à la deuxième partie
de l'émission. N'oubliez pas, partagez, abonnez-vous et commentez aussi. Hey! Deuxième partie de l'émission, Stop ou Boost la Hype. Alors, dans Stop ou Boost la Hype, il est question de se ranger derrière la hype en cours ou bien de la stopper si la hype ne make pas sens. On commence avec le contrat de Francis Ngannou en PFL. Donc, on stop ou on booste la hype, les gars. Donc, on va rappeler que Francis Ngannou a signé son nouveau contrat en PFL qui fera de lui le chairman et qui lui donnera aussi des parts dans le PFL Africa. Attention, ne pas confondre avec PFL en général. Donc, le contrat lui donne des parts et lui rend président de PFL Africa. Qui est en cours aussi de développement. Et aussi, le contrat stipule que la personne qui va affronter Francis Ngannou ne touchera pas moins de 2 millions. Oh, 2 millions pour te faire casser la gueule, mec. Donc, let's go, les gars. On stop ou on booste la hype? Bon, si tu veux que je commence et pour oui, dis ce que tu as sur le cœur. Let's go. Moi, par exemple, pour moi, le contrat, c'est un contrat révolutionnaire. Si tous les termes du contrat viennent à se matérialiser, c'est révolutionnaire. Bon, moi, le problème que moi j'ai, par exemple, avec le contrat, c'est que Francis a parlé des, comment on appelle, des assurances médicales pour les combattants. J'ai regardé. Est-ce que tu sais s'il y en a pas en fait au PFL? Laisse-moi finir. Tu as vu que je commence, laisse-moi finir. J'ai regardé le contrat de haut en bas. Je n'ai pas vu ces assurances médicales-là. Oui, on dit la personne qui va affronter Francis touchera 2 millions. Qui va affronter Francis en PFL? PFL n'a presque... Bon, enfin, on ne va pas dire qu'elle n'a pas de catégorie heavyweight. La catégorie heavyweight est nulle en PFL. Donc, pour lui donner 2 millions au combattant qui va affronter Francis en PFL. Parce qu'il faut aussi rappeler un autre truc, c'est que le contrat avec PFL n'inclut pas la boxe. Donc, ça veut dire que si jamais Francis trouve un partenaire en boxe, ce n'est pas PFL qui s'occupe de ça. On est d'accord? Donc, oui, on est d'accord. D'accord, ok. Donc, le contrat est seulement en MMA. Donc, ce qu'il a eu, pour lequel il y a eu trop de bruit en UFC, la seule chose qui a été matérialisée, la seule chose, c'est, comment on appelle, les sponsors sur les habits des combattants. C'est la seule chose pour lequel... Je vais te répondre, parce que comme je dis, je sais qu'il y a un problème personnel avec Francis depuis. Et en plus, je l'ai rappelé, je n'ai aucun problème avec Francis. La raison qui m'a fait commencer la capsule, c'était les combattants africains, plus particulièrement Francis Ngannou. Quel malhonnête. Francis Ngannou. Non, mais pour répondre d'abord sur l'assurance, en fait. À l'UFC, en fait, l'assurance ne couvrait pas tout, en fait, ou n'était pas aussi bonne que ça. Est-ce qu'on connaît, en fait, les termes, en fait, des contrats d'assurance des combattants qui au PFL? Tu ne sais pas s'ils sont meilleurs que ceux de l'UFC, s'ils sont pires, ça, tu ne peux pas savoir. Donc, s'il arrive dans un environnement... Non, ça, je sais. Ah oui, c'est quoi les termes, alors? Il n'y a pas d'assurance médicale en PFL. Il n'y a pas d'assurance médicale. Attends, laisse-moi finir. Tu as posé la question, je te dis. Oui. Si on dit qu'aujourd'hui, tu as un combat en PFL, on dit tu vas combattre pour 20 000. Tu te casses le pied, ce sont les 20 000 qu'on va te donner là qui vont te couvrir tes frais médicaux, mec. Il n'y a pas de contrat. C'est comme en UFC. On ne va même pas dire c'est comme en UFC. UFC a une meilleure assurance médicale que les autres compagnies, les autres promotions de combat. Il faut arrêter d'être hypocrite. On n'a aucun problème d'abord. On analyse toute une situation. Je pense que c'est pour ça qu'il parle de stop la hype ou pas. Ngannou a demandé, comme Erwan met le doigt dessus, l'assurance maladie pour tous les combattants. Ce qu'il a dit à l'UFC, on a tous vu. Il a dit
tous les combattants. Le tout là est très important. Finalement, donc, dans le contrat de PFL, il n'y a pas d'assurance maladie pour tous les combattants. Quel hypocrite. Ça fait un. Deux, nous sommes des businessmen. 2 millions, comme Dana White a dit, 2 millions garantis pour son adversaire, 2 millions garantis déjà pour lui-même. Ce qui veut dire, on est dans 4 millions de dollars. Man, c'est du blanchiment d'argent ou bien il faut qu'on nous explique qui achète les pay-per-view de... On doit un peu nous montrer les fameux achats du PFL qui sont supérieurs à ceux de l'UFC. Parce que 4 millions de dollars garantis, ah ouais, pour un adversaire limite qui est inconnu. Donc, tu es venu, tu as imposé. La hype, c'est pour toi. C'est ton coût financier. Tu as réussi ton coup. Tu as réussi à te couvrir. Mais tu te targuais d'être un Black Panther africain qui est venu révolutionner le monde du sport de combat, qui était en guerre contre l'UFC, qui a refusé de re-signer à l'UFC parce qu'ils n'ont pas donné d'assurance pour tous les combattants, bla, 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 bla. Mec, tu te fous des gens. Et Yohan, tu encourages. Toi, c'est même pire. Je m'attendais même à un truc comme ça de Tops. Toi qui as l'esprit critique sur 1 + 1 = 2, c'est toi qui viens dire aujourd'hui, oh non, Francis, machin, hype. Man, arrête de nous raconter les conneries. Francis n'a marqué que pour sa gueule. Au finish, ça se voit. Même la guerre d'ego qu'il veut faire là, il veut attirer John Jones. Pourquoi il combat que l'année prochaine? Il combat que l'année prochaine parce qu'il va essayer de regarder les contrats de quel gars peut-être à l'UFC termine. Et mec, on peut négocier. 2 millions garantis, ça veut dire minimum. Minimum 2 millions. Donc, on peut négocier. On fait un super fight. Jones, on entend. Parce qu'ils sont vicieux. Et moi, je vois même le coup là venir de loin. Jones, on entend qu'il veut faire son dernier combat, prendre une soi-disant retraite. Une soi-disant retraite. Man, il traverse la route. Quand il traverse la route, même s'il signe pour un combat, vu que PFL est écarté les... OK. Même s'il signe pour un combat, man, il va engranger le pognon parce que tout le monde veut voir un combat Ganou contre, comment il s'appelle? Contre... Il ne va pas combattre. Vous allez donner 2 millions à quelqu'un, garantie, blablabla, signer contrat. Il ne combat pas toute l'année. Comme Erwan avait dit, je ne sais pas si c'est à l'autre capsule ou en off, il ne combat pas toute l'année et on ne sait même pas s'il va combattre l'année prochaine. Parce qu'on ne nous dit rien. En boxe, on voit déjà les super fights qui sont en train de vouloir se positionner entre boxeurs professionnels. Mais mec, les gars qui ont pris la douille, c'est les gars du PFL. Il va prendre le pognon, oui, mais tu ne peux pas nous le vendre comme le Black Panther. Maintenant, stop ça, hype. C'est un menteur hypocrite. Bon, je vais répondre en fait à toutes ces attaques. Non, mais parce que, en fait, déjà, il y a un mensonge lorsque Erwan dit, en fait, il dit au PFL, en fait, il n'y a pas d'assurance médicale, c'est faux. Tu peux taper seulement Columbia Care, en fait, c'est la société, en fait, qui s'occupe de l'assurance, en fait, médicale des combattants au PFL. Tu peux taper. Je peux t'envoyer Ils sont couverts à 100%. Non, je ne dis pas qu'ils sont couverts à 100%. Erwan a dit qu'il n'y en a pas. Je dis il y a une. Donc, pour l'assurance maladie, en fait, déjà, il y en a une. Après, comme je tiens à préciser, on ne sait pas quels sont les termes qui sont dans le contrat de l'assurance maladie du PFL issu de l'UFC. Si aujourd'hui, vous me faites une comparaison, vous me donnez les points qu'il y a sur les deux assurances maladie, on me dit celle de l'UFC est meilleure, je vous dirais oui, sur ce coup-là, en fait, Francis a échoué. Attends. Je veux le lien de ta fameuse assurance maladie là. Si c'est le lien de 2012 que je suis en train de voir, toi et moi, on va se battre ici. Non, c'est 2021. Donc, après ça, donc, à part ça, en fait, vous parlez, en fait, des Francis, en fait, pour le PFL, le combat, en fait, ne fait aucun sens. Mais bien sûr. Mais si le PFL, après, est prêt à mettre 4 millions sur un combat de Francis, pourquoi lui, il doit refuser? Moi, en fait, c'est ce que je ne comprends pas avec vous. Donc, aujourd'hui, il est combattant, il cherche le meilleur contrat pour lui aussi. Pourquoi, en fait, il est censé refuser, en fait, le contrat? Mais je demande, on a voulu faire de toi le combattant poids lourd le mieux payé. Tu as dit, ce n'est pas une histoire d'argent.
ce n'est pas une histoire d'argent. Tu veux que tous les combattants, donc pas seulement dans sa catégorie, pas seulement son adversaire, mais tout le starter de l'UFC ait des assurances maladie. Tu nous as vendu, tu sais, il nous a vendu un combat social. Il ne nous a pas vendu genre machin. Maintenant, quand tu regardes son contrat, tu sens que mais finalement... La question, c'est est-ce qu'on stoppe ou on booste ou on se met derrière Francis? Donc, chacun a son avis. Tu as dit, toi, on a entendu ton avis par cœur, mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il faudra que tu réécoutes vraiment toutes les vidéos parce que tu as un problème d'audition ou de compréhension. C'est exactement la phrase qu'il a sortie. Est-ce que vous vous rangez sur la hype du contrat de Ngannou? Est-ce que pour vous, ça a un sens? C'est tout. Vous êtes rentré dans les débats et les détails des trucs. Tant mieux. Pour moi, parler des détails, c'est OK, tant mieux. Si c'est des arguments pour chacun, comme je dis, Parker a dit stop la hype, d'accord, Erwan a dit stop la hype. Maintenant, que son contrat soit le même ou pas, ou que ce soit pas dans ses conditions, tout est une question, et pourtant, c'est sorti de la bouche de Parker. Tout est une question de négociation. À la fin, le contrat, il a un sens pour Ngannou. Et comme il a un sens pour Ngannou, il y a la question de savoir est-ce que nous, on est assez fans ou on a vraiment envie de voir ça ou pas du tout. Et moi, personnellement, la hype de Ngannou actuellement, moi, j'ai envie de la suivre parce que j'ai envie de voir où ça mène. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai même envie de dire, au-delà de la hype du contrat, j'ai même envie de booster même la hype du PFL parce que ce que le PFL me propose, alors que je n'ai pas encore vu actuellement, commence à m'intéresser un peu plus que l'UFC. Je veux voir comment l'UFC va répondre. Donc moi, c'est simple, c'est court. Pour moi, le contrat de Ngannou a un sens, peut-être pas le sens que certains attendaient, mais il a un sens pour lui. Et comme je suis aussi fan de Ngannou et que je veux voir autre chose, je suis la hype de Ngannou, c'est tout. Je vais répondre directement, en fait. On booste la hype. On booste la hype parce qu'en fait, l'histoire là, c'est comme le Fast and Furious 10. J'ai vu la bande-annonce et j'ai envie d'aller voir ça aussi. Je veux voir l'histoire au cinéma. En fait, le contrat en lui-même, on a suivi les négociations. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Si l'élément a signé avec le PFL, c'est qu'il estime avoir eu tout ce qu'il voulait ou en partie. Donc, j'ai envie de voir jusqu'où, comme Léo disait, jusqu'où ça va aller, en fait. Même si on peut discuter de plusieurs éléments, les éléments financiers dont on a parlé, les garanties, ce que ça génère. Les gars ont l'argent, en fait. Il y a une levée de fonds qui est très importante. Il y a beaucoup de millions. Et j'ai envie de voir ce qu'ils font de tous ces millions-là. Quant au combat social, quant au combat truc et tout, ça, on va jusqu'à la fin du bal qu'on va payer tous les musiciens. On va voir comment ça se met en place. Et moi, j'encourage en fait tout élément qui va chercher son gain. Maintenant, sportivement parlant, parce qu'il y a la question économique, il y a la question sportive. Bon, il y a quelques éléments là, mais ce n'est pas encore du niveau de l'UFC, même en poids lourd, ce n'est pas encore du niveau de l'UFC. Les éléments qui arrivent là-bas, sincèrement, je demande à voir, parce qu'on sous-estime, c'est le sport de comment on sous-estime, machin, mais des éléments vont en sacrifice. C'est 2 millions. Il y a beaucoup d'argent là qui vont aller pour réparer les commotions cérébrales. Donc, bon courage à ces gars-là. Et puis, au PFL, il y a Manga, Carla Harrison. Donc, forcément, il y a toujours un œil là-bas. Donc, c'était ça dans Stop ou Boost la Hype. Côté Ngannou, on reste encore dans Stop ou Boost la Hype. Et cette fois-ci, on se tourne du côté de la boxe avec finalement le combat le plus attendu en boxe. Et c'est dans la catégorie welterweight, même pas en heavyweight. Errol Spence contre Tyrone Bud Crawford vient d'être annoncé pour le 29 juillet. Le combat a une stipulation revanche, c'est-à-dire personne qui perd a le droit d'invoquer sa clause revanche dans les 30 jours qui vont suivre le combat, ce qui nous donne la garantie d'un deuxième combat avant la fin de l'année et peut-être, pourquoi pas, une trilogie si on se partage. Donc, les gars, Terence Crawford contre Errol Spence Jr. Le combat se fera le 29 juillet. Stop ou boost la hype? Let's go, on commence avec Parker, le garde. Big Fish, bien sûr que je suis hype.
normalement, ce combat ne concerne que 2 personnes dans cette capsule. Les autres, ce sont des fans. Parce que nous sommes impliqués personnellement. La couronne de quelqu'un tombera et pas la mienne. Game 7 Celtic. Oui, je vous annonce que je suis hype de fou. Comment Errol Spence va te montrer que la boxe, ce n'est pas de la bagarre, que la boxe, c'est de l'art. Ce n'est pas les histoires que Sean Porter a voulu faire où il est en train de gagner le combat. Il s'excite, il prend un contre, bim, KO. Oh, Sean Porter a combattu Errol Spence, il s'est arrivé à la fin, mais Ben, il frappe dur. Non, il était bête, il a fait une Garcia. Je suis grave hype pour ce combat. Le 29, il y a quelqu'un qui va arrêter la capsule. Il n'y aura plus d'émission après le 29. Je vous informe. Oui, après le 29, un d'entre nous va arrêter la capsule. Ce ne sera pas moi. Johan, let's go. Les meilleurs combattants doivent s'affronter. Donc, en boxe, on sait que souvent, en fait, c'est problématique. Donc, lorsque ça arrive, on ne peut que booster la hype. On a tellement attendu. Il y a eu plusieurs fois des négociations, on n'est jamais arrivé à trouver un accord. Donc là, pour une fois qu'il y a l'accord, il faut être fou, en fait, pour stopper la hype. On va booster la hype et on a très hâte d'arriver au combat. John. Quand il y a eu le combat contre Anne contre Lomachenko, au centre du ring, en fait, il y avait déjà un message qui était là. Et le message était adressé à Parker. C'était écrit Bud Light. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le message était pour toi, Parker. Ce message interdit clairement que ton gars va boire. Le jour du combat, il va boire. On est hypé de fou. Parce qu'il y a eu les call-out, les gars se sont vus dans les gyms, les trucs. On va. Là, maintenant, le contrat est signé et ça va se faire. J'espère que tu vas la capsule. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et il n'y aura pas forcément de trilogie parce qu'il y a les gens qui peuvent boire 2-0. Écoutez, moi, comme tout le monde, je vais booster la hype. Mais il était temps. Parce que ça commençait déjà à devenir long. Et je pense que Terence Crawford a déjà perdu au change. Parce qu'il aurait dû profiter que le frangin soit un peu blessé, un peu gêné pour faire le combat beaucoup plus tôt. Mais là, je vais rejoindre Parker. Je vois Terence, c'est fort, il n'y a pas de problème. Mais je vois la lumière s'éteindre le 29. Et oui, bien sûr, ce genre de combat, on est obligé de la booster. Mais ça aurait pris plus de temps. J'aurais été beaucoup plus mitigé. J'aurais même dit à un moment donné, stoppons la hype, parce qu'à un moment donné, on ne va plus avoir ce combat. Mais bien sûr qu'on va la booster, cette hype. C'est tout. Let's go. Moi aussi, je vais booster la hype. Finalement, les bics ont été utilisés. Les bouches ont été fermées. Le combat est signé 29 juillet. T-Mobile Arena, Las Vegas. Comme Parker dit, il y aura les gens qui vont fuir. T-Man, meilleur boxeur pound number one. Let's go, baby. Donc, encore une fois, on va rappeler aux téléspectateurs, partagez, likez, abonnez-vous à la page La Capsule sur Facebook. Suivez-nous, on est aussi sur Twitter. Mais les invitations sont lancées. Si vous voulez participer aussi à La Capsule, apportez vos avis. Écrivez-nous en inbox. Dites que vous voulez participer. Nous, on aime tenir tête aux gens ici. C'est La Capsule, c'est ça en fait. Ce qui nous amène à l'événement de cette semaine. UFC 289, Amanda the Lioness Nunes contre Irene Aldana en main event. Et en co-main event, on aura le combat qui a été repoussé, qui va finalement se passer. Charles du Bronx Oliveira contre Bernil Dariush. Quand même une belle carte, hein? Quand même une belle carte. Mais bon, donc, il sera question d'analyser
le co-main event et le main event et de pronostiquer pour le co-main event et le main event aussi. Donc, on ne va pas perdre de temps. On va se lancer. On commence avec le co-main event. Charles du Bronx Oliveira contre Bernil Dariush. Les gars, que pensez-vous du combat? Let's go. On commence avec John. Le combat, c'est le combat des, entre guillemets, des mal-aimés de la division. Parce que Oliveira, il a galéré avant d'avoir sa chance pour le titre. Et Dariush, en fait, galère depuis. Il galère depuis et on ne veut toujours pas lui donner, je ne sais même plus à combien de victoires d'affilée il est. Et on ne veut toujours pas lui donner son title shot. Et peut-être qu'avec ce combat-là, s'il gagne, il aura sa chance. Et le combat en lui-même, moi, je pense que ça va être un combat super intéressant. Parce que Oliver, en fait, on a vu, on sait ce que ça donne. C'est quelqu'un qui est très offensif. Il a un gros striking. Il a un sol encore meilleur. Et Dariush, Dariush, pareil. C'est quelqu'un qui est super fort en grappling, super fort en jiu-jitsu. Et pareil avec un gros striking. Et ça va être intéressant pour moi de voir ce que ça va donner, surtout si ces deux-là se retrouvent au sol. Parce que je pense pas que ça va. On va pas aller à la distance. Il y aura un finish. Maintenant, j'essaie de voir si ce sera en striking ou si ce sera au sol, mais il y aura un finish. Et c'est un combat, à mon sens, on va pas s'ennuyer. L'arrogancia de Charles Do Bronx Oliveira. Il est de retour. C'est encore lui. Mais bien la main au visage. Il est de retour. C'est un beau combat en vue. Ben, je l'attends. J'attends le combat. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. En tout cas, le roi est de retour. C'est tout ce que j'ai à dire. Léo? Écoute, ce dont il va être sujet dans cette question-là, dans ce combat-là, c'est de savoir s'il s'est remis de sa défaite. Parce que moi, la défaite de Oliveira a été quand même assez brutale. Hein. Et pour se remettre de combat comme ça, là, c'est... Non, peut-être pour certains, c'était pas brutal. Je ne dis pas que le combat était brutal en termes, je parle de la défaite. Parce que en face de lui, il a eu un combattant en total contrôle du début à la fin. Et comme beaucoup d'entre vous, vous pensiez que j'avais un problème contre Oliveira, vous aviez confiance à la remontada d'Oliveira. C'est maintenant qu'il a pris, il s'est fait contrer sur sa remontada habituelle où il est dominé, ensuite il termine avec les anacondas ou les trucs, des machins. Est-ce qu'il va avoir la capacité de se relever? Et moi, c'est ce que je vais regarder sur ce combat. Est-ce qu'il va avoir la résilience nécessaire pour redevenir le roi comme Parker l'espère? Et pour revenir sur Dariush, sincèrement, c'est pas qu'il est mal aimé, bon, je sais pas, mais Dariush enchaîne les victoires. Donc, c'est le combattant, peut-être qu'il faut, d'une part, pour Oliveira, pour revenir, ou alors, d'un autre côté, c'est le combattant qu'il faut à Dariush pour avoir le title shot. Donc, c'est un combat que j'attends. Je vais donner mon pronostic à la fin. Mais voilà, on va attendre de voir si Oliveira a bien digéré sa défaite. Ouais, le problème de Dariush, moi, je pense qu'il ne fait pas assez de combats par année. Je crois en 2022, l'année dernière, il a fait un seul combat. En 2021, il doit faire 1 ou 2 combats. En 2020, bon, c'est Covid, on va pas... Pareil, en fait, je pense que c'est peut-être ça, en fait, qui a un peu ralenti son ascension pour avoir un moment donné, en fait, un combat pour la ceinture. Mais là, clairement, en fait, vu que Islam n'a pas de combat, en fait, prévu, le vainqueur, bon, sauf si après, peut-être tu peux mettre un Poirier, en fait, je pense soit le vainqueur Oliveira Dariush, en fait, ira affronter pardon? Islam. Islam, en fait, soit ce sera en fait le vainqueur du retour Poirier contre Geji. Voilà, en fait. Donc, là, clairement, en fait, si Darius, en fait, il veut avoir une chance pour le titre, il doit saisir parce que s'il perd,
c'est pas tout de suite, en fait, que tu vas avoir une chance. Sur le Moi, combat lui-même, en fait, deux profils très, très similaires, en fait, comme John l'a dit. Donc, moi, je pense qu'on aura un combat serré. Je pense qu'on va rester debout parce que je pense que ce soit en termes de jiu-jitsu, je pense pas que les deux vont être risqués, en fait, d'aller au sol. Moi, je pense qu'on va rester debout. Je pense qu'on fera peut-être même un KO, en fait. Je pense que Livra sera un peu, comme d'habitude, foufou. On sait qu'il peut parfois, bon, pas comme un Chandler, mais lui aussi, quand même, parfois, il peut baisser la garde, en fait, et aller un peu à l'abordage. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il y a un des deux, je pense, qui va dormir. Donc, ça, c'est mon analyse à moi du combat. moi comme John disait, Bernie Dariush, c'est quelqu'un qui mérite de combattre pour le titre depuis belle lurette. Je ne sais pas pourquoi il a été passé au-dessus. Moi, normalement, le combat, pour moi, le combat contre Volkanovski, le combat qu'Islam a fait contre Volkanovski, normalement, à la place, c'est Dariush qui devait combattre pour le titre. Ce combat gimmick-là, je n'ai pas compris. Volkanovski vient de la division en bas. Il monte directement, t'as le chat. C'est vrai, ça a généré du pognon. Vous avez bien mangé. Mais bon, la personne qui a payé pour ça, c'est Bernil, quoi. Oliveira, bon, d'après ce qui a été dit, le combat, ce sera pour déterminer qui combat prochainement pour le titre. Bon, là, c'est comme si je me dis, bon, on redonne encore une chance à Oliveira. Tant mieux. Mais bon, Oliveira, moi, à cet instant de sa carrière, je le mets dans le rang, bon, je ne vais pas dire Tony Ferguson, mais bon, je le mets dans le rang de Justin Gaethje, en fait. Bon, ce sont encore des noms qui sont encore là dans la division. Elles apportent des belles couleurs à la Gaethje division. a gagné quelle ceinture une fois dans sa vie? C'est ça aussi, tu vois. Donc, par contre, pour le combat en tant que lui-même, les clés du combat, bon, déjà, le facteur X, c'est la durabilité de Dariush. Dariush, c'est quelqu'un, déjà contre Gamrot, je ne le donnais pas vainqueur. Il est venu, il m'a carrément fermé la bouche. Il a drop Gamrot, quelque chose qui est très difficile à faire. Donc, ça veut dire que le power, il a ça, la durabilité, il est allé jusqu'à la décision avec Gamrot. Donc, question de durabilité, il a ça, quoi. Quelque chose que je doute par contre du côté du Bronx, qui s'est fait drop sur les 3 derniers combats qu'il a fait. Il s'est fait terminer par Islam. Ouais, c'est normal, c'est Islam, c'est Makhachev. Ouais, c'est normal. Mais bon, il s'est fait drop par Gaethje, même s'il a gagné. Il s'est fait drop par Chandler, même s'il a gagné. Bon, on verra pour les pronostics, quoi. Donc, ce qui nous amène au main event de la soirée, Amanda de Lioness Nunes de GOAT chez les femmes contre Irene Aldana. Les gars, comment vous voyez la chose se passer? Je peux commencer si vous voulez. Bon, j'aurais aimé dire une autre promenade dans le parc pour Nunes. J'aurais aimé dire ça. Mais j'ai regardé les derniers combats d'Aldana, les gars. Cette Mexicaine-là. Et en plus, elle est en ce moment motivée par la vague des Mexicains qui prennent les titres de gauche à droite. On a Grasso qui prend le titre. Tu as Brandon Moreno qui prend le titre. Tu as Yair Rodriguez qui est intérim. Donc il y a un peu cette motivation, il y a un peu ce momentum-là du côté des Mexicains. Et la go est dure dans sa vague de victoire. Je pense qu'il y a un KO à l'intérieur. Bon, Nunes peut se mettre KO aussi parce que Peña l'a mis KO. Peña l'a drop et ensuite elle a pris. Ok, ouais. C'est partagé, c'est vraiment partagé. J'avais bien envie de dire une promenade dans le parc, mais non, ça va être dur.
Après, Nunes, c'est Nunes, hein, c'est le GOAT. Hein. Si tu pronostiques contre elle, c'est à tes risques et périls, hein, ça te dépend. Donc, Écoute, la Peña a déjà montré la voie aux autres. On a montré que la GOAT, entre guillemets, parce que j'utilise toujours les guillemets, pouvait être touchée, a été touchée, a même perdu sa ceinture. Et comme moi, je vous l'avais déjà expliqué par rapport à Nunes, il y a un truc qui me gêne chez elle, c'est sa vie de famille, en fait. C'est sa vie de famille. Ça fait, déjà, de un, ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas vu, presque un an, depuis Peña. Peña a déjà montré la voie. On ne sait pas, moi personnellement, je ne sais pas comment elle s'entraîne. Donc, il y a déjà ça que je vais essayer d'étudier et de voir dans le combat. Ensuite, Irene Aldana, de son côté, moi, je ne la connaissais pas plus que ça. Je regardais plus Zhang ou les championnes. Et effectivement, quand j'ai regardé ces combats, j'ai vu quelqu'un d'intéressant. Maintenant, j'ai aussi vu des lacunes. Par exemple, j'ai constaté dans la plupart de ces combats, c'est qu'elle est un peu en mode Chandler. Elle donne tout au premier round. Et des fois, elle se précipite un peu tôt. Le dernier combat qu'elle a fait contre une blonde. Chasson, ouais. Voilà. Au premier round, combien de fois elle essaye de mettre des clés? Elle n'arrive même pas à les mettre, elle n'arrive pas à verrouiller ses clés, mais elle domine, hein? Elle domine, mais les clés, elle n'arrive pas à les sortir et elle perd beaucoup d'énergie. Si bien qu'au deuxième round, la balance s'est un peu rééquilibrée. Donc, on a d'un côté quelqu'un qui est la GOAT, mais qu'on n'a plus vu depuis longtemps et qui va devoir venir prouver quelque chose. Et de l'autre côté, on a une étoile montante un peu, enfin montante, non, parce qu'elle est déjà expérimentée, mais on a quelqu'un qui est sur une bonne vibes, mais qui, pour moi, a des soucis, a des difficultés de finition. Donc, vous verrez au niveau de mon pronostic ce que ça donnera, mais le combat peut être intéressant, même si je pense que le combat principal aurait dû être celui de Oliveira face à Darius, parce qu'il est plus intéressant pour moi. Rien à voir. Léo, je te trouve quand même dur, en fait, Amanda. Oui, elle avait perdu, mais on l'a revue, en fait, depuis dans l'octogone. C'était le retour, justement, contre Juliana Pena. Et on a vu, en fait, qu'elle s'est bien remise. Elle a complètement dominé le combat. C'était une victoire, en fait, un combat à sens unique. Donc, on a retrouvé le niveau. Elle a eu une baisse de régime. Tu as parlé, oui, tu peux perdre. On a vu Valentina aussi qui a perdu. Mais après, la question, c'est toujours comment tu reviens. Et elle est revenue, en fait, de la meilleure des manières, avec un combat où elle a dominé. Elle aurait pu mettre le KO, je pense, à 2 reprises. Mais bon, Juliana était solide. Et n'oublions pas que si on n'a pas vu Amanda, en fait, depuis dans l'octogone, c'est parce que Juliana s'est blessée. Normalement, on aurait dû avoir la trilogie. C'est parce que Juliana se blesse que Dana, après, cherche une alternative. Et il va donc chercher moi, ce que je vais appeler un combat facile. Je pense qu'elle a déjà été, elle s'est déjà fait avoir une fois contre Juliana. Là, quand elle revient de l'octogone, c'est plus pareil. Là, la motivation est revenue. Elle me l'avait dit ça. À un moment donné, il y a un problème de motivation, de préparation. Là, maintenant, c'est différent. Là, elle veut garder ses ceintures. Donc, bon, on verra dans le combat, mais ça ne va pas durer longtemps, ça. Bon, je vais revenir sur Aldana. Vous savez que moi, c'est un gars, j'aime beaucoup prendre des risques. Mais elle a perdu contre Holly Holmes, les gars. Holly Holmes est vieille. Elle a Elle fait un perdu contre... combat par an. Ah! Donc, en fait, même quand d'essayer de trouver, genre, dans ma tête, un moyen de dire que, bon, je prends tous les gars à la contre-pied, je dis, non, je sens que je vais perdre seul. Barré. Elle a perdu, non. En fait, elle a perdu contre Holly Holmes sur décision unanime. Non! Je n'ai pas... C'est comme... qui a dit combat facile? Je crois, Yawan. Pour moi, c'est un combat d'appoint. Je vous dis, je voulais regarder, je me disais, j'essaie de me convaincre. Mais je serais peut-être surpris pendant les pronostics, mais je peux même donner mes pronostics premiers, mais ouais, ce sera chaud en tout cas pour Irène. Pour faire un peu une synthèse de ce qui a déjà été dit, c'est Léo, elle a perdu contre Peña lors de la première confrontation, mais sur la deuxième confrontation, en fait, moi j'ai vu Amanda Nunes disciplinée. Là où elle boxait à l'abordage, où quand elle a commencé à paniquer, en fait, c'était
elle envoyait des coups dans la panique parce qu'elle était dépassée. Et à un moment donné, tu vois, quand elles sont arrivées au sol, bon, on se souvient tous de ce qui s'est passé. Le deuxième combat, en fait, elle était disciplinée. Elle est venue avec un game plan. Elle empêchait Peña de lutter et elle a décidé de lutter quand elle voulait lutter. Donc, vers la fin du combat. Elle a striké au début, elle a lutté par la suite. Donc, moi, c'est ce que j'ai aimé ce retour-là. Et c'est ce qui, moi, me fait dire, bon, sans le pronom, on verra à la fin, c'est ce qui me fait dire, en fait, qu'elle est revenue avec de meilleures intentions. Donc, le combat contre Aldana, en fait, bon, c'est parce que Peña s'est blessé, donc il fallait trouver une adversaire. Et c'était celle, à ce moment-là, qui méritait le plus, qui n'est pas mauvaise. Qui n'est pas mauvaise. Elle s'est luttée, elle est pas mal au sol. Elle sort d'un chaos assez surprenant lors de son dernier combat. C'est un coup au foie très bizarre, mais pour moi, ce sera pas assez. Donc, ce qui nous amène à la partie pronostic. Donc, comme on disait, on va pronostiquer le co-main event, Bernie Dervish contre Charles du Bronx Oliveira et Amanda Nunes contre Irene Aldana. Donc, qui commence? Je vais aller sur Darius KO au 3e round. Allez, Nunes KO 4e. Tout ça pour ça. Moi, je parie jamais contre mes gars, en fait. Le Bronx, KO 3e. Et puis, la Goth, KO 2e. Soumission de Bronx 3e. Décision Irène. Voilà, c'est tout. Bernie Dervish, KO au 3e round. Amanda la décision. John, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. De Bronx, soumission 3e. Amanda va finir sur 2e, KO. Donc, c'était ça dans la capsule. Vous avez entendu nos pronostics. On veut aussi savoir sur qui vous penchez. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à nos pages et écoutez-nous sur vos plateformes de podcast préférées. On est sur Apple Podcasts, on est sur Spotify, on est sur RSS. Donc, restez câblés. En juillet, on a deux cartes pay-per-view en UFC. On a la carte du 8 juillet, on a la carte du 29 juillet. Le 29 juillet, on a 2 événements majeurs en sport de combat. On a UFC 290 et T-Bud contre Errol Spence. On va bien sûr se pencher là-dessus dans la prochaine capsule. Donc, on se dit à la prochaine fois, les gars. Dites là où les gars peuvent vous retrouver et on se tire. On commence avec qui? Léo, vas-y. Bon, Léo Le VRC sur Facebook, Virus31 sur Twitter. Et puis voilà, quoi, essentiellement ça. Le reste, voilà, on ne se voit pas tellement là-dessus. Donc, les Scientifoot 2 aussi, hein, sur Facebook. John? Scientifoot 2. Oh my God, Johan! Les Scientifiques 2 sur Facebook, sur Twitter, Unip. Abonnez-vous, s'il vous plaît, likez, commentez. À la prochaine fois. Et on peut se retrouver ici pour tous les plans, pour les modes de surprise et tout. Donc, c'est ça dans la capsule. On se retrouve. Moi, vous pouvez me retrouver dans la capsule et sur ma page Black Ribbon Tops où je donne les tips pour workout. Les gars, le summer est là. Donc, câblez-vous. On se dit, tant pis pour les haters, tant pis pour ceux qui attendent notre trébuchage, mais bon, ça ne va pas arriver. On se dit au mois prochain. Until then, we say peace.